Salut à toutes et à tous. Et avant tout, je tiens à remercier les intervenants et les participants qui ont accepté d'honorer leur participation à cette session d'Africa Talks Sports. Je me nomme Mohamedou Moustapha Sall et je suis le fondateur de CEREM, une société sénégalaise nouvellement créée et spécialisée dans le management du sport, les relations internationales et l'événementiel. Donc, je suis également l'initiateur de Africa Talks Sports. Et certains d'entre vous connaissent sans nul doute les Africa Talks Sports, mais comme nous accueillons toujours des nouveaux participants, je vais profiter de l'occasion pour rappeler notre mission et objectif. Les Africa Talks Sports est une série de webconférences en ligne dédiée au développement du sport en Afrique et qui vise à poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes du sport en Afrique pendant cette période de COVID-19. Les Africa Talks Sports nous permettront de faire un boom en avant et d'examiner comment nous pouvons relever les défis majeurs auxquels notre mouvement sportif est confronté, non seulement pendant le COVID-19, mais aussi de manière durable. Et dans notre session d'aujourd'hui consacrée au football africain, nous souhaitons livrer quelques clés de compréhension et d'analyse du système médiatique et de l'importance de ces acteurs dans le cadre du développement du sport et en particulier du football. Et nous allons élaborer la thématique suivante, la médiatisation du football africain, enjeux et perspectives. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre très cher modérateur Aliou Goloko pour qu'il puisse commencer la séance. Merci beaucoup. Merci Moustapha. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Bienvenue à cette session webinaire Africa Talks Sports autour du football africain et sur le thème la médiatisation du football africain, enjeux et perspectives. C'est un débat d'actualité, c'est un débat vieux de plusieurs années maintenant, depuis que le football africain sort de l'ornière, sort des sentiers battus du point de vue médiatique et est en train de se mondialiser. Le football africain, la médiatisation du football africain, enjeux et perspectives. Nous avons cet après-midi pour en discuter avec nous d'éminentes personnalités du football africain, des personnalités qu'on ne présente plus sur l'échiquier médiatique du continent, qui ont parcouru le continent, pour ne pas dire qu'ils ont parcouru le monde, pour parler du football africain, pour suivre le football africain. Et donc, nous avons cette belle opportunité et cette chance de les avoir cet après-midi pour discuter autour de ce thème, la médiatisation du football africain, enjeux et perspectives. Sans plus tarder, je m'en vais vous les présenter. On aura avec nous en direct de Dakar, Madame Mam Fatou Ndoye, qui est la responsable des contenus sport sur la chaîne TFM. Bonjour Mam Fatou. Allô, Mam Fatou, bonjour. Allô, vous m'entendez Mam Fatou? Bon, je ne sais pas si le micro de Mam Fatou il est ouvert. À côté de Mam Fatou. Allô, Mam Fatou, vous êtes là? Oui, ouais, je suis là. Bonsoir Aliou. Bonjour Mam Fatou, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, content de vous avoir avec nous pendant cette heure de discussion que nous allons entamer autour du football africain. Et à côté de Mam Fatou, bien entendu, nous avons depuis Paris Monsieur Makan Magasuba du Mali, qui est le responsable des opérations Afrique de Lagardère. Lagardère, je le précise, a été pendant plusieurs années le partenaire marketing de la Confédération africaine de football. Bonjour Makan. Bonjour Aliou, bonjour à tous. Bon, ça va à Paris? Il fait quel temps à Paris? Tout va très bien à Paris. Il fait un beau temps, tout va très bien. Très bien. Toujours à Paris et à quelques kilomètres de Macan, à quelques encablures, allais-je dire, du bureau de Macan. Un autre compatriote africain à nous,
qui est également un des grands acteurs du football africain, notamment du point de vue des médias. C'est carrément un pionnier, j'allais dire, sur les questions de production autour du football africain. J'ai nommé M. Hervé Kouamouo, qui est du Cameroun et qui est également à Paris aujourd'hui. Il est doctorant en droit du sport et également consultant avec de nombreux médias à travers le monde. Bonjour Hervé Kouamouo. Bonjour Aliou, bonjour à tout le monde. C'est avec un grand plaisir. Très bien. Ben, super, super. Ben, content d'être avec vous, M. Kouamouo. Et pour terminer ce tour de table des présentations, nous allons aller du côté de Conakry. Les auteurs d'équipés de où ça? Alors, du côté de Conakry, nous avons avec nous quelqu'un qu'on ne présente plus également parce que c'est quelqu'un qui s'est invité dans nos foyers pendant plusieurs années. Il a fallu parler de Conakry pour que ça coupe. Vous nous parlez du football africain. Vous nous entendez pas, Aboubakri? Allô? Alors, je disais donc, la quatrième personne qui est avec nous cet après-midi, c'est M. Aboubakri Ba, qui est un ancien de TV5, de Canal, et qui aujourd'hui dirige la chaîne 6 Médias du côté de Conakry, en Guinée. Aboubakri Ba, si vous nous entendez, bonjour. Allô, Aboubakri? Bon, c'est un peu ça aussi les aléas des webinaires. Si Aboubakri arrive à rétablir ces petits problèmes techniques, il nous rejoindra tout au long de la discussion. Mais avant de commencer, pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer avec, bien entendu, Mame Fatou Bey. Honneur aux dames d'abord. Mame Fatou, bonjour. Rebonjour Aliou. Oui, rebonjour Aliou. Très bien, Mame Fatou. On va rentrer dans le vif du sujet pour parler de la médiatisation du football africain, enjeux et perspectives. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet en vous demandant, vous, en tant que responsable sport aujourd'hui d'une chaîne, une des chaînes les plus prisées au Sénégal, qui appartient au groupe Futur Média, la TFM, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre exercice quotidien de couverture du football africain? Oui, Aliou, déjà, je voudrais profiter de l'occasion très rapidement pour saluer tous les invités qui sont autour de cette session, dont vous, vous êtes, je pense, Aliou, un grand frère, tout comme Aboubakri. Vous m'avez beaucoup aidé notamment à mes débuts dans ce métier, par des conseils, en étant présent aussi sur mes plateaux. Donc, c'est l'occasion également de vous remercier. Et bien sûr, Magasuba, je ne le connais que physiquement, enfin, je viens de le voir là, physiquement, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans les échos et donc de nos différentes éditions de Cannes, donc ce n'est pas un inconnu. Et M. Kouamouo, je pense que nous partageons la même plateforme également que vous avez partagée, que vous avez créée, Aliou, à savoir Africa Football United. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de partager cette session avec vous et je remercie évidemment à l'occasion Moustapha Sall de m'y avoir convié. Alors, très rapidement, donc, j'aurais envie de dire, tu as dit, Aliou, honneur aux dames, moi, j'aurais envie de dire quand même, voilà, il faut laisser la priorité à l'ENS. vous m'envoyez au charbon, alors ça aurait été bien de commencer avec quand même les grands frères qui sont autour. Maintenant, on verra. Hein, pour les difficultés, je pense, au niveau de nos groupes, il y en a pas mal. Je pense que le premier obstacle auquel nous affrontons, en fait, c'est le problème de moyens. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, mais parfois les moyens ne suivent pas. Et moi, par rapport à l'interrogation posée par Moustapha, je verrais ça à 3 niveaux. C'est-à-dire déjà au niveau du football local. Il y a une question qui s'impose. Par exemple, quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui et les difficultés qu'a notre football local à être médiatisé, à être diffusé sur une chaîne de télé, c'est un constat. Et donc, qui est fautif? Est-ce que ce sont les chaînes de télé? Est-ce que c'est la Ligue Pro? En tout cas, le constat est là. Aujourd'hui, il n'y a aucune chaîne de télé au Sénégal qui diffuse le football local. A contrario, quand vous regardez l'équipe nationale qui ne joue que de temps en temps, donc, au niveau des fenêtres africaines, on constatera que cette équipe nationale
par rapport à sa médiatisation, moi, je dirais, entre guillemets, il y a une surmédiatisation, puisque tout le monde s'intéresse à la fois à ses acteurs, à ses matchs. Bon, c'est normal, comme on dit, hein, l'équipe nationale, c'est, entre guillemets, l'opium du peuple. Et puis, il y a aussi le football africain de manière générale, c'est-à-dire quels sont nos rapports avec les équipes africaines qui sont dans les autres pays. Quand je fais la comparaison, par exemple, par rapport à ce qui se fait en Europe, aujourd'hui, on s'intéresse tous à la Ligue africaine, à la Ligue des champions. On connaît toutes les équipes qui font les joutes, que ce soit en Liga Europa ou en Ligue des champions. Est-ce que c'est le cas dans nos pays? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, est-ce qu'on s'approprie nos compétitions? Donc, je pense que, bon, moi, c'est vraiment les axes de réflexion sur lesquels je pars. Donc, le football local, on sous-médiatisé, problème de moyens, problème de travail, de collaboration avec la Ligue Pro, parce que nous n'avons pas les moyens, la Ligue Pro non plus. Et donc, l'équipe nationale du Sénégal, bon, de manière générale, les équipes nationales, très bien médiatisées, même si, bon, il y a aussi des questions de droit qui se posent par rapport notamment aux chaînes privées. Voilà, aujourd'hui, une chaîne comme TFM, qui est la chaîne, quand même, entre guillemets, leader, n'est pas en mesure de diffuser les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un peu l'apanage de la télévision nationale. Pourquoi? Comment on peut faire pour travailler avec une chaîne nationale et donc pouvoir aussi, nous, en tant que chaîne privée, diffuser? Par quelles voies et moyens? Et puis, les compétitions africaines. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, on s'approprie? Est-ce que les publics s'approprient un peu ces compétitions? Voilà, donc c'est ces trois axes sur lesquels moi, j'aimerais bien... bon, donnez pas mon avis, mais j'ai une petite idée. Et les Très bien. Je pense que c'est ça. Très bien, Mme Fatou. Merci pour la clarté et la pertinence de vos propos qui s'articulent autour de ces trois problématiques auxquelles vous êtes généralement confrontés par rapport à la diffusion du football local. Ensuite, la surmédiatisation des sélections nationales. Et enfin, le manque d'intérêt généralement des médias africains, sénégalais ou africains pour les propres compétitions africaines. Je pense que c'est à peu près une situation identique dans plusieurs pays africains. Donc, nous allons justement passer de l'autre côté du Sénégal, juste à côté, en Guinée, pour voir avec M. Aboubakry Ba, s'il est avec nous. Aboubakry? Aboubakry est là? Allô, Aboubakry? Bon, Aboubakry n'est toujours pas en ligne, mais si jamais il revient en ligne... Non, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous perçoit 5 sur 5. Il faut juste retourner la caméra. Aboubakry, s'il vous plaît, il faut juste... Voilà, parfait. Parfait. Je ne sais pas, vous avez pu écouter Mme Fatou tout à l'heure? Oui, bon, je n'ai pas tout écouté, mais j'ai compris un peu. Et puis, surtout, me remercier Mme Fatou également pour les mots gentils qu'elle a eus. À notre endroit, c'est une sœur dont on est très, très, très fiers aujourd'hui pour tout ce qu'elle fait. C'est pas parce que c'est une femme, hein, c'est parce que c'est une vraie professionnelle des médias et du sport, et c'est vraiment important de le souligner aujourd'hui. Et puis, bon, le problème que Mme Fatou soulève, l'intérêt devrait avoir le football local sur nos télévisions, sur nos médias. C'est un débat de fond. Moi, je suis dans une télévision qui a 80% de sa programmation destinée au sport. On produit des matchs du championnat guinéen, ce qui fait que la Guinée aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest en tout cas, pour ne pas trop extrapoler, un des championnats les plus médiatisés. Si médiatisé, c'est justement sortir à la télé ou en parler à la radio. On produit jusqu'à 5 matchs par journée de championnat. S'il y a la journée de championnat en Guinée, c'est 7 matchs par journée. On en produit 5 en direct avec les plateaux d'avant-match. On fait la même chose en direct à la... Allô, Aboubakry? On semble avoir perdu Aboubakry Ba. Allô? Allô? Bon, on a perdu Aboubakry Ba. Est-ce que Hervé Kouamouo est là avec moi?
là, je suis bien là. Allô, Hervé? Oui, je suis bien là. Très bien. Bon, Hervé, Aboubakri, Manfatou nous a de prime abord introduit un peu les difficultés qu'elle pense, ou plutôt les problèmes qu'elle pense aujourd'hui qu'il faut pointer du doigt dans la médiatisation du football. Elle a parlé du football local qui n'a pas d'exposition médiatique dans les différents pays. Elle a également parlé de la surmédiatisation des sélections nationales, souvent au détriment du football local. Et enfin, elle a parlé d'un manque souvent d'intérêt des médias africains pour les compétitions africaines. Vous, qui avez été producteur pendant plusieurs années et qui suit de très près un peu les différents championnats, et pourquoi pensez-vous que le football local ne trouve pas de preneurs dans les différents pays africains quand je pense qu'il y a quelques exceptions près, hein, Oui, oui. à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud, Sports couvre les compétitions du championnat sud-africain ou de Azam TV en Tanzanie qui couvre le championnat tanzanien. Il y a très peu de pays et Canal, bien entendu, qui a un accord avec le championnat de Côte d'Ivoire qu'il propose également à ses téléspectateurs. Il y a très peu de pays où les chaînes nationales s'intéressent au championnat local. Selon vous, pourquoi ce manque de visibilité des championnats nationaux sur les chaînes du pays? Oui, déjà, je vais dire rebonjour à tout le monde et puis vraiment quel plaisir de discuter de ces éléments. Les mots de Manfatou au début nous ont fait passer tous pour des dinosaures, mais on va essayer de l'assumer sur notre vieille expérience, effectivement. Mais donc, oui, pour revenir à ça, je dirais que si on devait faire un résumé, il faut dire quand même que le sport, le sport en général, le foot en particulier, c'est d'abord un produit d'importation, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est un élément qui est né en Europe et qui est arrivé chez nous par la colonisation, grosso modo, et que finalement, sport et médias ont toujours été très liés. Donc, en ceci que les grandes compétitions qu'on connaît aujourd'hui, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, le Tour de France, et même les manifestations telles que le Ballon d'Or ont été créées par des médias. Et donc, en règle générale, qui avait un intérêt à ce qui est du sport pour pouvoir en diffuser. Malheureusement ou heureusement, la télévision, qui est le dernier média avant les réseaux sociaux dont on parlera certainement, est arrivée et puis a pris de plus en plus d'importance avec un système dans lequel, depuis les années 80, il y a des systèmes de payage et de paiement. Sauf que nous, en Afrique, on arrive dans un système où on est passé d'un système de télévision publique, d'État, à un système de télévision, un système où il y a plusieurs chaînes de télévision, mais sans qu'il y ait une vraie émergence d'une industrie de l'entertainment qui évolue. Ça signifie qu'en fait, grosso modo, aux États-Unis ou en Europe, vous pouvez savoir combien coûte 30 secondes de publicité un dimanche, un samedi. En Afrique, c'est moins le cas. Donc, ça fait que finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un football qui est très diffusé, multidiffusé. Donc, l'essentiel de nos joueurs joue à l'extérieur et ça fait que finalement, nous avons un regard qui est très amené vers l'extérieur. Et je dirais aussi que la facilité pour laquelle nous avons eu avec lequel ce système a basculé, c'est que d'emblée, déjà, nous n'avions pas un football où les supporters étaient juste du local. Ça signifie qu'en fait, on a des supporters qui supportaient même étant à l'étranger parce qu'il y avait des clubs qui étaient des clubs dits ethniques, il y avait une façon de supporter qui faisait qu'on se déplaçait pour suivre, par exemple, une équipe comme Canon de Yaoundé au Cameroun n'avait pas de supporters simplement à Yaoundé, elle avait des supporters sur toute l'étendue du territoire. Et donc, ça fait qu'une fois que les joueurs sont partis, les gens sont réappropriés leur succès à l'extérieur et sont réappropriés les succès extérieurs. Et malheureusement, non que l'équipe nationale aujourd'hui pour avoir ce sentiment d'appartenance, parce que les clubs, à l'inverse, se sont appauvris, parce qu'on est dans une sorte de trending de joueurs, mais sans avoir vraiment de l'industrie qui fait que finalement, on vend les joueurs très peu cher et qui ne restent pas assez. Donc, pour revenir à cette question, je pense qu'il y a une question de droit télé, de droit à diffuser les rencontres. Et là encore, nous avons une particularité en Afrique, c'est que nous avons des chaînes de télévision étrangères, notamment Canal+ et comment on appelle la chaîne chinoise, qui sont cryptées, mais qui sont très puissantes dans la cible commerciale. Donc, ça signifie la cible que les annonceurs cherchent. Donc, en gros, quand vous avez un match crypté sur Canal, il est aussi vu par la cible commerciale que si vous étiez sur la télévision nationale. Donc, on se retrouve dans un système où, alors qu'on doit être partenaire, les chaînes de télévision et les producteurs de
de spectacle dont les fédérations ne savent pas très bien ce qu'elles doivent attendre l'une de l'autre. Donc, je pense que pour répondre à ce schéma, il faudrait penser à une coopération et ensuite travailler sur le produit avant d'essayer de le vendre, plutôt que d'essayer de reproduire le modèle occidental, qui est un modèle dans lequel il y a une industrie de l'entertainment qui est beaucoup plus établie. Très bien. Nous a fait comprendre, au-delà du fait que les économies africaines ne sont pas forcément adaptées à créer de la richesse autour des championnats locaux, mais au-delà de ça également, il y a le fait que le niveau des championnats ne sont autour de la pauvreté de nos différents championnats. Ils n'ont plus assez d'intérêt auprès des médias africains, notamment les télés et les radios ou autres. Autrement dit, qu'est-ce qui empêche par exemple TFM d'acquérir les droits du championnat le championnat n'est pas attractif? Est-ce qu'il y a d'autres barrières qui empêchent de telles coopérations? Très bien. Aliou, c'est pour moi? Vous m'entendez, Mme? Oui, c'est pour toi, Mme, la question. Vous m'avez entendu ou pas? Non, pas vraiment. Ça a coupé. Alors, je disais, Hervé parlait tantôt de nos économies nationales en Afrique qui ne facilitent pas forcément l'émergence d'un vrai business autour du sport, autour de l'entertainment, mais il parle aussi souvent de la pauvreté de nos championnats parce qu'il n'y a plus de public qui vient derrière, il n'y a plus des histoires, il n'y a plus d'attachement aux clubs qui jouent dans les différents championnats nationaux. Et en définitive, il parle également du vide qui a été occupé par des chaînes comme Canal+ ou Star Times et qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à regarder les championnats locaux sur les chaînes de télé. À l'exemple du Sénégal, je disais, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'effectivement, nos championnats sont devenus pauvres avec la fuite des talents et qu'ils n'ont plus d'intérêt auprès des médias locaux? Ou bien vous pensez qu'il y a d'autres barrières d'ordre économique, juridique ou légal qui vous empêchent d'aller vers des accords pour la diffusion des championnats? Autrement dit, pourquoi TFM, par exemple, ne diffuse pas le championnat du Sénégal? Oui, effectivement, je pense que c'est un mix en fait des trois éléments que vous avez cités, Aliou. Il y a les problèmes d'ordre économique, il y a aussi le problème d'attractivité voilà, du produit proposé par la Ligue. Et donc, c'est essentiellement, et aussi peut-être un problème aussi de choix. Est-ce qu'aujourd'hui, une chaîne privée comme la télévision Futur Média, dont je fais partie, va prioriser sur le sport? Moi, je ne le pense pas. Vous savez, je rejoins un peu Hervé quand il dit que je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver un autre modèle qui n'est pas forcément le modèle européen parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Je m'explique. Il y a 2 ans, par exemple, il y a Monsieur Sayersek, bon, je pense que ce n'est pas révélé un secret que d'en parler, qui nous avait approché pour qu'on fasse la diffusion de la Coupe de la Ligue, de la finale, parce que il s'est aperçu, je pense qu'au niveau de la RDV, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, il ne pouvait pas travailler avec la RTS. Et à un moment donné, ils nous disent, voilà, bon, on a la possibilité de vous proposer du contenu. Donc voilà, la finale. Maintenant, à vous de prendre en charge les frais techniques, la production, la régie, etc., etc. Et nous, à notre niveau, il y a eu des réticences. Parce que, en fait, la direction de TFM pensait que c'était plutôt dans l'autre sens. Et c'était à la Ligue de payer pour pouvoir diffuser son match au niveau de l'antenne. Donc, moi, en tant que responsable sportive et en tant que sportive, je sais bien que le contenu a un coût. Donc, forcément, on nous donne une opportunité de diffuser. Mais est-ce que cette perception, elle est partagée par mes collaborateurs ou par mes supérieurs hiérarchiques? Pas forcément. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, on est dans des pays où il faut en fait travailler sur la proximité. Je donne l'exemple, par exemple, de la lutte. Ce qui s'est passé avec la lutte,
Ben, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, il y a eu une chaîne qui s'appelle La 2S qui est venue avec donc un animateur qui a travaillé sur la proximité, qui allait voir les lutteurs, qui en a fait des stars, entre guillemets. Et en fait, le public s'est plus ou moins identifié à ces lutteurs. Et du coup, ça a créé, je ne vais pas dire que ça a révolutionné, mais ça a créé un gros engouement parce qu'il y avait une grosse médiatisation, les face-à-face, le spectacle autour. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, nous, au niveau du football local, c'est cet aspect spectacle. C'est-à-dire, il n'y a rien qui attire aujourd'hui, que ce soit le public ou les chaînes de télé. Comment une chaîne de télé va être motivée à diffuser un match où les 3/4 des gradins sont vides? Je veux dire, déjà en termes d'image, ça pose problème. Donc aujourd'hui, donc nous, pour moi, l'approche, elle doit être, je ne vais pas dire ça va être win-win, mais il faut qu'on travaille non pas dans la perspective de gagner des droits, de prendre des droits, mais de populariser déjà ce foot local. Par exemple, Aliou ne me démentira pas, aujourd'hui, les Nawetan sont beaucoup plus populaires que le foot local. Et à mon niveau, c'est vrai que les médias ont souvent, les responsables de la Ligue, ont le mot facile pour dire, vous les médias, vous ne payez pas les droits. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font aussi pour attirer les gens dans les stades? Donc pour moi, c'est un problème vraiment global où on a notre rôle à jouer. Je suis persuadée que si on s'y met, qu'on va approcher les clubs, qu'on fait un travail, comme je le disais, de proximité, de médiatisation, à travers des émissions de 26, de 13, pour faire mieux connaître nos joueurs, pour que aussi notre public puisse s'identifier à ces joueurs. Aujourd'hui, tout le monde connaît Sadio Mané, Mahrez, etc., etc., mais personne n'est capable de te citer 2 ou 3 joueurs dans le foot local. Et pour terminer très rapidement, je voulais en profiter d'ailleurs pour féliciter aussi 6TV parce que moi, justement, leur politique m'a impressionné et je me suis dit, ah voilà, ils ont pris le risque aujourd'hui de montrer des compétitions que personne ne regardait, l'UFOA, le championnat guinéen avec des plateaux. Donc, ils sont en train de faire le travail. Maintenant, qui doit les accompagner pour que ce soit rentable et qu'au bout de 2-3 ans, on ne leur dise pas, oui, mais vous investissez beaucoup et finalement, quel est le retour? La question est ouverte. Mais pour nous, je pense que c'est vraiment un travail global qu'il faut faire. Tout à fait. Et là, la transition, elle est toute trouvée pour aller vers M. Makan Magasuba. Et il aura beaucoup à dire pour parler des droits télé. Mais j'en profite pour demander à M. Makan, M. Magasuba, est-ce que c'est la pauvreté des championnats nationaux africains aujourd'hui qui se jouent souvent dans des gradins vides, avec des moyens de production ou des moyens techniques qui ne sont pas aux normes, souvent aux standards internationaux, qui font que nos championnats locaux ne sont pas assez bien médiatisés et ne sont pas vendables sur le marché international des droits télé? Merci Aliou pour la question. Je rejoins un peu, que ce soit Hervé, que ce soit Fatou, le fait que je pense que déjà il y a une méconnaissance aujourd'hui du business, du foot business en Afrique. Elle a si bien dit que quand le président de la Ligue, Sarsek, est allé voir son groupe pour proposer de diffuser le championnat, la télé pensait que c'était plutôt à la Ligue de les payer. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays, on est dans ça. Le cas de 6 Médias est différent puisque le propriétaire de 6 Médias est propriétaire d'un club. Donc, c'est une politique, une vision plus globale. Mais de manière générale, aujourd'hui, en tout cas, de ce qui concernant l'Afrique de l'Ouest, on est plutôt dans ce genre dans ce genre de modèle économique où souvent, je prends l'exemple du Mali, où jusqu'à récemment, c'est la fédération qui payait, ou la Ligue qui payait pour pouvoir diffuser les matchs. Et là où je rejoins Fatou, je pense que nous devons avoir une vision globale, faire asseoir autour de la table tous les acteurs pour discuter et essayer d'harmoniser nos vues. Par exemple, je donne un exemple très concret. Pour qui dit programmation, qui dit diffusion de matchs à la télé, dit programmation. Donc, et souvent, nos championnats sont programmés sur un coin de bureau à la direction de la compétition d'une ligue ou d'une fédération, et puis on a du mal à tenir la programmation. Aujourd'hui, c'est l'une des grosses difficultés pour des personnes qui veulent exporter leur championnat ou diffuser massivement leur championnat. Il faut déjà se mettre d'accord sur la programmation et que le championnat soit régulé. Parce qu'il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé, c'est le fait que la programmation n'est pas faite en accord avec la programmation continentale.
dans combien de nos pays, parce que le CHAN se joue, on arrête le championnat local. Parce que dans nos textes, je prends l'exemple du Mali, je pense que dans l'exemple du Mali, quand une équipe joue les compétitions continentales, quand il y a plus de 4 ou 5 joueurs d'une équipe qui est dans l'équipe nationale ou qui joue les matchs de Ligue des Champions ou de Coupe des Confédérations, automatiquement, l'équipe peut demander de reprogrammer son match. Quand tu prends l'exemple d'un stade malien ou d'un Djoliba qui a à chaque fois 5, 6, 7, 8 joueurs qui jouent en équipe nationale, que ce soit dans le CHAN et autres, c'est difficile. Donc, je pense que c'est une vision globale qu'on doit avoir et essayer de faire un partenariat, vraiment un vrai partenariat, où les gens comprennent qu'aujourd'hui, chacun doit faire un effort, notamment la fédération, la ligue, doit faire peut-être un peu d'effort pour pouvoir organiser la chose. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mis de l'argent, a organisé son championnat et c'est seulement après que Canal+ a acheté les droits. C'est ce que Aboubakry est en train de faire aujourd'hui en Guinée avec sa ligue. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en train d'organiser la ligue, ils filment, mais c'est sûr et certain que dans 2-3 ans, Aboubakry vendra sa ligue à Canal+ ou à StarTime ou à quelqu'un d'autre. Si la ligue est bien structurée et que la programmation est bien suivie, petit à petit, on aura cet engouement-là. Et je pense aussi, pour rebondir sur un propos de Fatou, il faut qu'on arrive à mettre de l'engouement autour de nos matchs. Aujourd'hui, les matchs de nos championnats dans nos pays, il n'y a personne qui va au stade. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à trouver des systèmes, à implémenter des systèmes. Pourquoi pas baisser fortement le prix des billets? Pourquoi pas organiser, par exemple, via le sponsor de la compétition des tombolas? Je pense que c'est quelque chose qui essaierait de réconcilier les gens avec les stades. C'est un problème global. Je pense qu'il faut une réflexion poussée, mais il faut aussi des investissements sur 2-3 ans pour pouvoir à terme faire venir les gens un peu dans le stade. Très bien, M. Magasuba. Je vois que Aboubakry nous a rejoint. Aboubakry, vous étiez en train de parler un petit peu de ce que vous faites avec Sismedia dans la production, la médiatisation, la diffusion du championnat guinéen de football en diffusant 5 matchs par semaine. Mais est-ce que cette politique en interne de votre chaîne qui consiste à diffuser, à donner 80% de vos contenus, la priorité de 82% de vos contenus au sport, contribue-t-il aujourd'hui à mieux faire connaître le sport guinéen en particulier et africain en général? Est-ce que vous avez des éléments comparatifs par rapport à ce qui était fait avant ou avant que vous ne commenciez la diffusion à aujourd'hui? Ça, c'est une première question. Et subsidiairement, une deuxième question pour savoir, est-ce que le fait de diffuser ce championnat et de montrer les talents guinéens contribue-t-il aujourd'hui à ramener le public au stade? Oui, merci. Je suis de retour en espérant que cette fois-ci, c'est bon parce qu'il pleut énormément à Conakry. Hein. Ce n'est pas une information, il pleut tous les jours. Donc, j'allais le dire. Hein. J'ai failli dire qu'il ne pleut pas. Non, il pleut énormément, mais c'est comme tous les jours. Mais bon, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à ce que fait aujourd'hui Sismedia, c'est quand même un paradoxe, parce que comme je dis, on diffuse beaucoup de matchs du championnat guinéen. On en diffuse jusqu'à 5, comme je disais, par journée de championnat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de sport à la télé, mais moins de monde dans les stades. C'est un paradoxe. Il est même arrivé que des organisateurs de spectacles nous demandent de ne pas faire le direct pour attirer le monde au stade. Parce qu'en disant que bon, si vous faites du direct, les gens restent chez eux, ils ne viendront pas. Ils ont la possibilité de zapper pour regarder Manchester derrière et Real ensuite, etc. Donc, le problème, le projet, comme disait tout à l'heure Makan et Manfatou, pour moi, ça va au-delà du simple public guinéen. Le public guinéen, c'est notre cible, en fait. En premier, on les cible en premier. Mais en réalité, les matchs du championnat guinéen sont suivis beaucoup plus par l'étranger, par les gens qui sont hors de Guinée. La preuve, c'est aujourd'hui avec des diffuseurs comme StarTimes, dont on est en négociation, etc. Ils ont même
intéressés, ils ont beaucoup de Guinéens, d'Africains qui sont hors de Guinée, qui s'intéressent à ce qu'on fait sur le championnat guinéen et qui en redemandent. Donc, c'est pour dire, comme Makan disait tout à l'heure, il y a une demande aujourd'hui. Il faut savoir peut-être la cibler, cette demande, mais il y a une demande sur le contenu local, sur nos championnats. C'est le milieu professionnel maintenant, footballeurs, dirigeants, agents, entraîneurs. C'est vraiment du pain béni peut-être même pour eux. Toute la stratégie est maintenant de savoir comment concilier, comment arriver à ce que tout ce public, comment on appelle ça, c'est professionnels, arriver à trouver un terrain de convergence, un lieu commun où tout le monde peut trouver sa place. Ça, la première étape est dans la régularité, comme disait Makan tout à l'heure, dans la régularité, j'allais dire, de la programmation. La deuxième étape, c'est la maîtrise des coûts de production. Mampatou en parlait tout à l'heure. Nous, on ne demande pas à être payé pour diffuser, mais derrière le problème, parlant sous le contrôle de Makan, ce n'est pas exactement la même chose si on produit un match ou on ne le produit pas. Les approches sont différentes. Quand vous avez aujourd'hui des interlocuteurs, parce que notre objectif, c'était de faire non seulement le championnat guinéen, mais plusieurs championnats de l'Afrique de l'Ouest, mais à chaque fois, on vous donne les prix comme si vous avez juste un signal PAD. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous, chaînes de télé, parce qu'on a essayé de le faire avec plusieurs fédérations, c'est plus facile d'acheter les droits du championnat anglais ou espagnol que de produire, que de diffuser un match du championnat malien, sénégalais ou ivoirien, voire même camerounais. Ça peut être paradoxal, mais c'est malheureusement la réalité. Parce que les gens avec qui on discute ne tiennent pas compte des coûts de production. Aujourd'hui, vous achetez le championnat anglais, vous achetez le championnat espagnol, voire français. C'est un signal propre, prêt à diffuser qu'on vous envoie, avec un prix qu'on peut comprendre selon les enjeux. Mais vous voulez discuter avec l'organisateur des championnats ivoiriens, maliens ou camerounais, ils veulent vous appliquer les mêmes prix, voire même plus cher que le championnat anglais. C'est un premier frein. La maîtrise dont parlait Makan des mécanismes de production, elle est très importante aujourd'hui. Il faut une sorte de sensibilisation, que chacun sache qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour attirer le plus du monde autour de la médiatisation de la production. La question de la production, elle est très, très importante. On a parlé tout à l'heure des matchs, Mampatou en a parlé de l'UFOA et tout. L'UFOA, aujourd'hui, les tournois UFOA, le tournoi des nations est produit par ESPN et Fox Sports. Les matchs de Ligue des champions africaine et Coupe Confédération sont produits via Canal avec des opérateurs. Il y a des coûts de production qui sont importants. Aliou, arrête de boire ton ataïa, ça me déconcentre. Non, mais, et après, derrière, il y a des coûts de production. On va défalquer et puis pour voir que le diffuseur qui n'est pas producteur puisse se retrouver. Mais si on veut appliquer à la fois, on dit au diffuseur, vous allez en charge de la production et on vous applique les mêmes prix. Quelque part, soit il y a de la méconnaissance ou il y a un problème qu'on n'a pas expliqué. L'exemple très simple, je vais vous le donner. Nous avions démarché le championnat camerounais, pour ne pas les citer. On a dit, OK, d'accord, on ne peut pas diffuser tous les matchs du championnat camerounais. À partir du moment où le championnat camerounais est produit sur une chaîne de télévision, le signal est disponible, on va négocier pour avoir un package de 10 matchs. On va prendre les 10 meilleures affiches de la saison pour le diffuser. Mais ils nous ont demandé un prix avec ce prix-là, on peut acheter les droits de la CAN. C'est pas possible. Je dis, à un moment donné, moi, je comprends pas. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que ce que Makanda a dit est très important. Il est important que tous les acteurs qui interviennent dans la production et la diffusion des matchs arrivent à parler le même langage. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Très bien. Et je vois que M. Hervé Kwamo, vous vouliez rajouter quelque chose. Je vois que vous leviez la main tout à l'heure.
Oui, oui, je pense que, et c'est ce qui ressort un petit peu dans tout ce qu'on se dit là depuis, c'est que nous ne devons pas, ne pas oublier que c'est un produit. Le sport est un produit qui intéresse un public, et effectivement, et la télévision, la télévision, les médias participent de la production de ce produit. Donc, en fait, et là, ce qui ressort, c'est que tant que nous n'arrivons pas à créer un mix marketing qui ferait que ce soit un produit intéressant, au niveau du prix, au niveau de la diffusion, au niveau du calendrier, tous ces éléments qu'on a évoqués, nous n'arriverons pas. Et je pense que c'est une vraie difficulté, sachant en plus, comme je disais en introduction, que nous avons une concurrence qui est un peu comme ce que vient de dire Aboubakry, nous avons une concurrence qui est déjà prête et qui est en avance. Donc, en fait, la seule chose sur laquelle on peut intervenir, c'est sur le patriotisme, sur des choses comme ça. Or, en règle générale, pour investir, il faut chercher sur quoi on a investi. Et effectivement, on n'a pas des stades. L'une des choses qu'il faut faire, c'est comment trouver un public familial, par exemple. Quelle offre pour un public familial? Donc, il est question des horaires, il est question des conditions d'accueil des stades, parce qu'il faut quand même qu'on se rappelle que dans nos stades, il y a encore beaucoup de violence. Les Anglais ont travaillé dessus il y a 20 ou 25, il y a 30 ans même déjà. Et donc, en fait, nous, on est encore à ce niveau. Est-ce que, franchement, on peut aller aujourd'hui au stade avec son enfant qui a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans? C'est difficile de ces éléments. Et après, effectivement, il y a ces stades, là, les sécuriser, raconter des histoires, parce que justement, dans la production, il faut raconter des histoires, pas juste diffuser des matchs pour que les gens s'approprient le spectacle. Et effectivement, et tous ces éléments, moi, je pense qu'on oublie, hein, mais la MLS a payé des chaînes de télévision il y a 15 ans aux États-Unis pour diffuser ces matchs. Donc, ça signifie quelque part, on peut penser à un produit sur du long terme, payer, et puis une fois qu'on a des vedettes qui arrivent, là, c'est quelque chose. J'ai vu récemment hier ou avant-hier dans l'équipe, comment il s'appelle encore, Robben, il signe dans son club d'origine dès l'instant où oui, 1500 abonnés et 5 loges vendues. Là, il y a un impact direct. Donc, en fait, il nous faut aussi des têtes d'affiche. Mais pour ça, il faut déjà créer au moins un minimum pour que les gens s'approprient à la fois le stade et envie de dépenser 2000 francs CFA en allant au stade plutôt que de prendre effectivement 3 bières et de regarder une dizaine de matchs. Je rappelle que vous suivez Africa Talks, cette série de webinaires organisés par la structure CIREM. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est la médiatisation du football africain, enjeux perspectives. Dans les différentes interventions que nous avons entendues tout à l'heure, on a pu toucher du doigt aujourd'hui un des enjeux majeurs de la médiatisation de notre football. Et ça commence déjà au niveau local. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été touchés du doigt, notamment les coûts de production, c'est un problème. La programmation, c'est-à-dire trouver la bonne heure, la bonne programmation pour pouvoir mettre online ou on air, j'allais dire, les matchs de nos différents championnats. Et le manque d'engouement dans nos stades. Il y a de moins en moins de personnes qui viennent au stade et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les voies et moyens à étudier ou à explorer pour ramener le public au stade? Ce sont autant de questions que vous avez touchées du doigt et que je pense pourrait même faire l'objet d'un autre webinaire spécial exclusivement autour du football local. Et puisque nous travaillons également dans un cadre bien défini en termes de temps, et nous allons aborder l'autre question qui semble être aujourd'hui un vrai frein pour la médiatisation de notre football, mais qui va définir aussi prochainement toute la perspective du football africain dans sa médiatisation, l'histoire des droits, les droits autour du football africain. Je pense aux droits de la Coupe d'Afrique des Nations, les droits du CHAN, les droits des compétitions de CAF, Coupe de la Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, les compétitions des jeunes, les CAN U17, U20, la nouvelle Ligue des champions féminines qui va être bientôt lancée, l'AOCON, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce sont autant de compétitions qui sont là, africaines, qui sont médiatisées par moments sur les compétitions des équipes. Ah oui, c'est médiatisé, c'est suivi sur certaines chaînes de télé, mais au-delà des compétitions des sélections nationales, c'est-à-dire de la CAN, c'est quasiment le vide autour des autres compétitions de la CAN. Et là, je vais commencer par Makan.
Makan, vous avez travaillé, vous êtes responsable chez Lagardère. Lagardère a pendant longtemps s'est occupé justement des histoires des droits de la CAN et des compétitions de la CAF. Je sais que vous travaillez sur un package à l'époque pour faire souscrire les différents clients, notamment les chaînes de télé africaines. Est-ce que c'était la meilleure approche vu le coût exorbitant des packages? Je pense, Aliou, effectivement, que c'était en son temps la meilleure approche parce que aujourd'hui, il y a un problème qui est là, il faut le reconnaître, c'est que... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends. Je disais donc que c'était la meilleure approche parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, comme la CAN 7 ou 8 ans, a moins de visibilité et moins de monnaie. Donc, à l'époque, nous jouons parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde veut la CAN, pas pour avoir la CAN. Donc, il faut aussi permettre aux télés de pouvoir se programmer. On vendait les packages sur 2 ans. C'est-à-dire que sur 2 ans, on avait tous les contenus. Une télé pouvait acquérir tous les contenus du football africain. C'était la meilleure manière pour nous de vendre. Ce que les gens oublient concernant les droits, Aboubakry l'a rappelé, c'est aussi le coût important de la production télé. Le coût est très, 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 très important parce que malheureusement, aujourd'hui, sur le continent africain, ce n'est pas partout qu'on peut produire un match en HD avec une vingtaine de caméras comme c'est demandé par la CAF ou la CAN. Donc, il y a des coûts importants, ce qui fait que les montants étaient élevés, les montants sont élevés. Mais derrière, ce qui est déplorable sur les droits en Afrique, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de vente. C'est-à-dire que la télé nationale au Sénégal ou la télé nationale au Mali achète les droits sur le budget national et n'a aucune stratégie pour les fructifier. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à faire des partenariats, ils ne cherchent pas à chercher de la publicité. Quand tu leur dis ça, ils te disent que non, c'est trop compliqué. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ils ont le choix, parce que l'État est derrière et que le budget national supporte à chaque fois une canne à 1 milliard et quelques. Mais à un moment donné, et cela va arriver dans les jours prochains, les budgets en local ne pourront plus soutenir ce genre d'achat. Donc, les directeurs de télé vont devoir avoir des vraies régies publicitaires parce que sans régie publicitaire et sans vision par rapport à la publicité, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est souvent le petit côté qui manque à nos télés, c'est qu'on n'a aucune vision côté commercial, quoi. On fait supporter par le budget national et puis basta, ça s'arrête là. Et puis voilà, quoi. Alors, Mme Fatou, aujourd'hui, est-ce que avec les packages mis en place autour du football africain, des chaînes comme TFM, des chaînes privées, ont-ils les moyens d'acquérir ces droits autour du football africain? Sinon, quels sont les vrais problèmes? Ou bien, comment faites-vous pour contourner ce manque de droits et couvrir les événements sportifs africains, notamment les différentes compétitions de la CAF? Bah écoute, Aliou, c'est un vrai casse-tête chinois. Il ne faut pas se raconter non plus des, entre guillemets, excusez du terme, des bobards, mais c'est très difficile. Je pense que nos chaînes actuellement, honnêtement, n'ont pas les moyens de s'acheter des droits de télé. Bon, nous, on a eu, par exemple, la chance de diffuser une Coupe du Monde, celle de 2018. Mais à l'époque, c'est le propriétaire, je pense que, un peu à l'image de peut-être ce que pourrait faire le président de la Fédération guinéenne de football, notre propriétaire, qui est Youssou N'Dour, qui a mis la main à la poche pour donc acheter ces droits de la Coupe du Monde et donc après travailler au niveau du groupe, au niveau de la télé, pour essayer de compenser, non pas avoir des bénéfices, mais juste récupérer la mise qu'il a faite au départ. Donc, et ça, pour une société, je pense que c'est pas viable. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous, au niveau de notre société, qu'on puisse avoir les coups des franges pour aller acheter des droits. Mais on vous dit très clairement qu'aujourd'hui, c'est une question de moyens. La dernière CAN, on a voulu se positionner, mais je pense que Maka l'a plus ou moins souligné, c'était à hauteur de 1 milliard et quelques pour la Coupe d'Afrique.
c'était impossible. Sans avoir la garantie de pouvoir fructifier ça, les 1 Voilà, milliard. exactement. Peut-être l'idéal, ce serait, comme le suggérait Macron, c'est peut-être d'anticiper sur les événements, de créer une régie publicitaire, de travailler. Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la manne publicitaire au niveau des télévisions sénégalaises, elle est assez réduite. Donc, en termes de publicité, je pense que le groupe Futur Média ou la RTS sont les deux chaînes qui se partagent la grosse manne. Mais si on la quantifie, peut-être elle doit faire à peu près 1 milliard à l'année. Donc, si vous devez payer des droits à 1 milliard, le compte est vite fait. Je veux dire, voilà, la balance, elle sera forcément négative. Maintenant, c'est ça qui nous pousse un peu à être ingénieux, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que passionné de sport, j'aimerais bien qu'on puisse diffuser les matchs, créer, comme on dit, un spectacle autour, avoir des super plateaux. Bon, c'est très terre à terre ce que je dis. Mais voilà, vivre notre passion et la faire vivre aux téléspectateurs. On n'en a pas la possibilité. Nous, ce qu'on fait, ça, en général, c'est qu'on mise sur les plateaux d'avant et d'après-match. Et quand on arrive aussi, même au niveau des compétitions qu'on couvre quand même, on essaie toujours d'avoir les coulisses les à côté. Et derrière, on a des émissions qui nous permettent aussi d'aller voir les joueurs pour permettre de mieux les connaître. Nous, on ne travaille pas sur l'événement, mais en amont et en backup quoi, de l'événement. C'est ça qui nous permet parfois d'avoir des sponsors, d'avoir un peu de rentrée d'argent. Parce que, par exemple, aujourd'hui, au niveau du groupe Futur Média, on est à peu près une quinzaine de personnes qui doivent partir couvrir les événements. Déjà, rien que ça, c'est un gros coût. Et donc, impossible d'acheter les droits à télé en outre. Donc, il faut peut-être travailler sur des événements qui te permettent d'avoir un peu de rentrée d'argent pour pouvoir couvrir les prêts des envoyés spéciaux. Donc, c'est ça un peu notre méthode pour le moment. En attendant, on a essayé quand même, on a fait la CAN Junior, je pense, où le Sénégal s'est qualifié en finale. Donc, on a fait ça, on a fait la Coupe du Monde. On était supposé même faire l'Euro. Donc après, bon, parfois, ça aussi, ce sont des choix de politique, de direction. Bon, moi, je préfère qu'on ait la CAN, honnêtement. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à avoir la CAN. Et le dernier point sur lequel peut-être j'aimerais juste réagir, c'est vraiment cet aspect de conclave, que les gens puissent discuter aujourd'hui, que les télés ont quand même besoin de contenu, quoi qu'on dise. Il y a des finales qui drainent des mondes. Aujourd'hui, au Sénégal, on a la chance d'avoir au moins la Ligue Pro a réussi à faire ça, une programmation à l'année. On connaît le calendrier sur les 5 journées. Donc, on anticipe sur chaque 5 journées pour connaître quand même les programmes. Donc, c'est quand même un travail, un effort qui est fait. Mais après, il y a voilà, tout l'environnement qui fait défaut. Tout à l'heure, Kwame parlait de même des stades, mais je veux dire, l'état des stades même n'incite personne à amener son enfant, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de... Voilà, c'est mal fagoté. Demba Diop, tu n'as pas envie d'y rester, il fait chaud, c'est compliqué, quoi. Tout à fait. Alors, la problématique des infrastructures adaptées, oui, c'est aussi un vrai problème en Afrique et le débat s'est déjà posé. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des instances comme la FIFA et la CAF, ils sont en train de réfléchir sur la nécessité de doter les pays africains d'infrastructures. Récemment, je sais que la Confédération africaine de football a organisé un séminaire au Maroc où elle a fait converger tous les acteurs du football africain et les privés, les investisseurs potentiels, pour qu'ils investissent sur les infrastructures sportives. On va aller avec Aboubakry Ba. Justement, Aboubakry, est-ce que la situation elle est différente chez 6 médias qui peut avoir un positionnement panafricain et qui parle de panafricanisme, bien entendu, parle d'un intérêt quelconque pour l'acquisition des droits sur les compétitions africaines? Je vous avais tout à l'heure posé du doigt une problématique majeure. Je pense qu'il est important qu'on s'y attarde, vraiment qu'on mène la réflexion là-dessus. C'est la problématique, d'abord, des packages qui arrivent, et deuxièmement, le partenariat privé télévision publique, pour ne pas dire télévision d'État. Les télévisions publiques ont les moyens aujourd'hui, ce n'est pas leurs moyens à eux, mais les moyens d'État, qui sont capables de prendre aujourd'hui les droits, quel que soit le prix fixé quasiment. Allô? Ça, c'est un point. Oh là là, c'est certainement la pluie qui fait encore des siennes du côté de Conakry. On va l'enlever. Bon, ben, on garde Aboubakry en repérage au cas où il revient avec nous sur ce webinaire. Hervé, je vais aller vers Hervé Kwamo.
Hervé, Aboubakry était en train de parler de la nécessité… Vous m'entendez, Aliou? Oui, ah ben, très bien, on vous entend. Continuez sur votre lancée. Vous parliez des partenariats télé-privés, télé-publics. Voilà, ce rapport-là, je pense qu'il faut vraiment le revisiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le package et le prix fixé pour avoir justement le package global de toutes les compétitions de la CAF, la télévision nationale peut l'acheter. Toutes les télévisions nationales peuvent l'acheter. Et une fois qu'ils ont ces droits, ils ne diffusent que ce qui les intéresse. C'est-à-dire, aujourd'hui, une télévision nationale, prenons du Sénégal, diffusera la CAN. Derrière la CAN, il y a la CAN U20. Le Sénégal ne participe pas, la télévision nationale ne diffuse pas. La CAN U17, la télévision nationale ne diffuse pas. La CAN féminine, le Sénégal ne participe pas, la télévision ne diffusera pas. Pendant ce temps, ces droits sont déjà acquis par la télévision nationale. Aucune autre télévision ne peut accéder à ces droits. On va payer une grosse somme par une seule télévision et personne quasiment ne diffuse. Je milite. On était parvenu ici en Guinée, quand même, j'ai poussé, j'ai monté jusqu'à la CAF parce que j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs au niveau de la CAF, en essayant d'ouvrir, de casser un peu cette exclusivité. Il y a une course folle vers l'exclusivité qui fait gonfler les prix qui ne sont plus accessibles qu'aux télévisions nationales. Et derrière, les télévisions nationales ont des droits multiples qu'ils n'utilisent pas. Ma proposition aujourd'hui, mon souhait, c'est qu'on arrive, à d'abord casser cette exclusivité, le package, d'accord, parce que ça arrange peut-être le vendeur, mais que ça puisse être éclaté entre plusieurs télés. Voilà une période qui s'ouvre. On est en 2 ans, on va vendre ces droits de la CAN. Quelles sont les télévisions qui sont intéressées? On se retrouve autour d'une table, chacun prend ce qui l'intéresse et que le vendeur puisse, si on réunit la somme globale pour donner au vendeur, le compte est bon. Au moins dans le territoire, on verra tous les matchs disponibles dans le package global. Tous les matchs seront diffusés sur une ou une autre télé, que tout le monde puisse y avoir accès. Bien sûr, la télévision qui mettra plus ou moins aura les meilleures compétitions, etc., etc. On y va par lot. Je pense que c'est aujourd'hui le moyen. C'est une piste qu'il faut absolument explorer pour que la médiatisation de nos compétitions africaines puisse être une réalité. Vous zappez, si aujourd'hui il y a un match de Coupe des Confédérations entre Primero de Agosto qui joue contre un club de Tétouan, vous zappez les télévisions africaines, personne ne diffuse ce match. Alors que quasiment toutes les télévisions ont le droit de diffuser ce match. Il y a un problème à mon niveau à explorer dans ce sens parce que réellement, c'est un manque à gagner en termes de visibilité et de crédibilité de nos compétitions africaines. Tout à fait, Aboubakry Ba, vous touchez une question quasiment importante et qui, je pense, devrait être l'avenir ou une des solutions pour contribuer à une meilleure médiatisation du football africain. Je vais vers Hervé Kouamouo. Hervé, pensez-vous, à l'instar de ce que vient de dire Aboubakry Ba, que la panacée reste ce partenariat télé-public, télé-privé, ou bien doit-on aller vers une mutualisation des moyens de télévisions privées africaines pour qu'elles puissent également être compétitifs en termes d'acquisition de droits? Je parle comme ça au pif. Est-ce que l'ensemble des télés privées, par exemple, du Cameroun, ne pourraient pas mutualiser ensemble leurs moyens pour essayer d'acquérir les droits de certaines compétitions? Est-ce que dans la sous-région, 3 télés privées guinéennes, 2 télés privées sénégalaises, une télé privée sierra-léonaise et une privée gambienne, 2 mauritaniennes ne pourraient pas mettre ensemble leurs moyens et acquérir le package et se partager les matchs? Mais aussi là-bas se posent les problèmes d'extraterritorialité. Donc, il y a également un cadre juridique à mettre en place. Il faut aller vers une sorte de OADA du football, peut-être une sorte d'harmonisation du droit en termes d'acquisition de droits et de diffusion. Monsieur Kouamouo. Non, mais en fait, je pense que la difficulté, elle est un peu, elle est sous-jacente au problème. C'est que, en réalité, le vendeur a intérêt à ce que les acteurs soient très puissants, parce que les découpages des territoires permettent de bien vendre la compétition. En réalité, le problème chez nous, c'est que nous avons des des acheteurs qui sont extrêmement puissants. Et parce que finalement, dans tous les contrats, il y a des clauses de diffusion. Mais le problème, c'est que comme vous avez en face de vous des acheteurs uniques quelque part, en fait, s'ils ne respectent pas le contrat, vous n'êtes pas en mesure de les y imposer pour l'instant. Mais je pense que la question se pose sur les sous-licences.
Moi, je pense que les partenariats publics-privés doivent aller jusqu'à simplement le fait que, étant donné que ce n'est pas les télévisions elles-mêmes qui les achètent, puisque c'est souvent des budgets d'État qui payent ces droits, on peut trouver le moyen de sous-licencier un ensemble de choses. Ça signifie effectivement qu'il y a des matchs. Je dis n'importe quoi. On peut dire que, par exemple, les matchs du pays organisateur, enfin, du pays ne sont repris que par la chaîne nationale, mais que sur tout le reste de la compétition, on peut avoir des multi-fenêtres. Ça signifie que les gens pourraient rester sur ces éléments et que ces groupes-là, les gens seraient habitués à voir le match en dehors des matchs de l'équipe nationale sur les chaînes qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et donc, ces chaînes pourraient négocier des sous-licences pour les compétitions africaines qui sont attachées. Parce que, soyons clairs, hein, si on casse en lot, la valeur du foot africain ne sera plus la même. Parce qu'en réalité, ce qui donne vraiment la valeur au foot africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le vendeur a intérêt à vendre toutes ces compétitions en disant à la locomotive, en y mettant un prix important. Maintenant, c'est au niveau national qu'on doit trouver des moyens pour sous-licencier. Et je pense que si tout le monde s'y met en toute bonne volonté, c'est des choses qui sont possibles parce que ce n'est pas normal que ce soit plus facile pour les chaînes africaines de diffuser du football européen que de diffuser du football africain. Aliou, peut-être. Oui, Mme Fatou, vous vouliez rebondir sur ce que Hervé a dit? Oui, j'avais envie plus de lui poser une question quand il dit sous-licencier, c'est-à-dire que la chaîne nationale puisse revendre, comme suggérait Aboubakry, les droits au niveau des chaînes privées, parce que bon, ça a été évoqué pendant ouais. Oui, ça signifie qu'en fait, oui, ça dit qu'elle puisse revendre des droits ou les donner gratuitement, puisque finalement c'est l'État qui a payé et qui n'en veulent pas, ou alors proposer aux chaînes de diffuser et puis de trouver un moyen de commercialiser. Peu importe, la sous-licencier, quand je parle de sous-licencier, justement, c'est ils ont acheté un droit et puis ils peuvent le céder. Je peux faire une petite précision, Aliou? Bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, on n'était pas loin de ce format. Parce que, en fait, ce que je veux expliquer, ce n'est pas vraiment de vendre par lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, je parle sous le contrôle de Matan. Le vendeur, il dit sur le Sénégal, mon objectif, c'est de gagner, mettons, 1,5 million, 1,5 million €. Mon objectif sur le Sénégal, c'est 1,5 million, sur la Guinée, 1,2 million, etc. Si on fait un tour de table, comme ça a été suggéré, parce que nous, on était lors de la dernière CAN, on était parvenu quand même à demander à la CAF de l'imposer quasiment. Si on dit, OK, sur la Guinée, si vous arrivez à réunir 1 million, vous vous débrouillez entre vous, entre télévision guinéenne. La télévision qui a payé le plus d'argent va dire, OK, moi, pour 700 000 €, je vais prendre la CAN plus telle et telle autre compétition. La deuxième chaîne privée va dire, OK, pour 200 000 €, je peux donner ça, ça et ça. Ça, à la longue, on va avoir... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Je peux poursuivre? On t'entend. Voilà, donc si on dit par exemple sur le Sénégal, le vendeur mandaté par la CAF, en l'occurrence, puisque actuellement c'est l'UAR qui s'en charge, on dit à l'UAR, OK, sur le Sénégal, on a besoin de 1,5 million. La RTS dit, on n'a pas besoin de tout ce que vous nous proposez. Pour 700 000 francs, pardon, sur 700 000 €, on prend la CAN et 2-3 compétitions. La TFM de Mamfatou vous dit, OK, nous pour 300 000 €, on prend ça, ça et ça. La iTélé, 2STV, etc., jusqu'à concurrence des 1,5 million demandés par la CAF. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver en fin de compte. Tout le monde peut être gagnant. Mais demander à une seule télé de donner l'intégralité de la somme, tout en sachant que cette télé n'a pas l'espace nécessaire pour diffuser l'intégralité de la compétition, ça bloque des portes. Donc nous, la difficulté a été qu'à un moment donné, la télévision nationale, qui est membre de l'UAR, qui a l'argent de l'État, dit nous, on veut l'exclusivité. On veut l'exclusivité. Donc on ne veut rien comprendre d'autre. Qui perd dedans?
La CAF ne va pas dire non, puisqu'ils ont l'argent qu'ils espéraient. L'UAR ne dira pas non, ils ont l'argent qu'ils espéraient. Un de leurs membres a les droits, mais derrière, personne ne diffuse. La Guinée, malheureusement, pour nous donner l'exemple de Guinée, est partie à la CAN. Au bout de 4 matchs, la Guinée est éliminée. Quasiment la compétition est finie sur l'ensemble des chaînes guinéennes. C'est dommage pour l'argent qu'on paye derrière. Et cet exemple, on peut la démultiplier dans quasiment tous les... Il faut que ce soit au niveau national. Le vendeur ne va jamais diviser ses lots. C'est une stratégie qui marche et c'est tant mieux. Mais maintenant, au niveau national, dans chaque pays, que les gens s'entendent pour contourner les problèmes de territorialité évoqués tout à l'heure par Aliou, on s'entend au niveau national. Vous prenez ça, vous payez ça. Vous prenez ça, vous payez ça. Et les compétitions seront vues par quasiment tout le monde. Et l'argent nécessaire, c'est la mobiliser. Je pense que c'est une bonne piste de réflexion. Tout à fait, Aboubakri. C'est une excellente piste de réflexion qu'il va falloir approfondir. Mais pour cela, ça pose encore une fois ce que Makan disait tout à l'heure en disant qu'il va falloir mettre ensemble tous les acteurs du football pour réfléchir autour de cette question-là. C'est du domaine du possible. Je rappelle que vous suivez Africa Talk Sports et que nous avons avec nous dans ce webinaire M. Aboubakri Ba de 6 Médias, Mme Mamfatou Ndoye de TFM au Sénégal, M. Hervé Kwamo, journaliste consultant, et M. Magasuba Makan, directeur des opérations Afrique chez Lagardère. Je précise également que tout à l'heure, vous pourriez, parce que cette session elle est aussi interactive, vous pourriez poser vos questions à nos différents intervenants. J'en profite pour un peu rappeler les quelques questions qui ont été posées sur le fil des échanges par notre confrère Steve Lavon du Togo. Mais je pense qu'Aboubakri avait abordé cette question dans l'acquisition des droits par les chaînes nationales et qui ne diffusent pas. Il y a un autre des intervenants qui nous suivait parler de problème de leadership et qu'en réalité, en disant que le vrai problème du football africain, c'est un problème de leadership et cela peut paraître aussi effectivement une réalité parce que souvent on a peut-être des dirigeants qui ne comprennent pas forcément les enjeux de cette médiatisation. Donc, on va voir déjà parmi ceux qui nous suivent s'il y a des gens qui voudraient poser des questions. Ensuite, on passera aux réponses avant de faire un dernier round peut-être de tour de table avant de conclure cette session. Je lève la main, c'était par rapport au championnat parce que je n'avais pas pu terminer. Il y a un problème. Tout à l'heure, parlant des dirigeants, de l'approche et de la compréhension. Makan en a parlé. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, la formation aujourd'hui de nos dirigeants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je le dis peut-être c'est pour le dénoncer, aujourd'hui, quasiment tous nos championnats sont dans l'attente. Parce que StarTimes a donné de l'argent au championnat sénégalais, parce que Canal a donné des championnats ivoiriens, tous les autres championnats sont dans l'attente de Canal ou de StarTimes. Vous commencez à négocier, ils vont dire non, on ne peut pas signer avec vous parce que si Canal arrive derrière, on a les milliers. C'est un problème pour moi très, très grave parce qu'on attend, chacun de son côté est en train d'attendre que Canal ou StarTimes viennent amener la somme qu'ils ont amenée au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Alors que si on creuse bien, on sait que l'argent que StarTimes a donné au Sénégal, ce n'est pas que pour le championnat. L'argent que Canal investit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que pour le championnat. Il y a d'autres enjeux et d'autres éléments de négociation à prendre en compte et que tous les responsables de ces différents championnats prennent en compte qu'il y a aujourd'hui des chaînes qui sont intéressées. Il y a une possibilité d'ouvrir des brèches, mais on ne peut pas appliquer forcément les mêmes taux, les mêmes sommes à Canal, à StarTimes ou à une autre télévision qui est free to air. On ne peut pas payer la même chose que Canal et StarTimes payent en Afrique parce qu'ils vendent des décodeurs, ils ont des abonnements que les autres n'ont pas. Tout à fait. Alors, je vais voir auprès de la régie, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre une ou deux questions en ce moment? Oui. On a le temps. C'est bon. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi ceux qui nous suivent qui voudrait poser une question à un de nos invités? Oui. Oui, avant d'ouvrir, je voulais dire justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Aboubakri, je pense qu'il n'est pas inutile de penser à une taxe en parafiscalité sur les abonnements télé, donc Canal, StarTimes.
pour justement favoriser, ça ferait une caisse pour aider au financement et à la médiatisation du sport africain. Parce il y a une sorte de concurrence déloyale quelque part, parce que finalement, il faut corriger, et ce ne serait pas inutile d'envisager, mais effectivement, ça rebondit un peu la question sur le leadership, il faut penser à des solutions et pas forcément importer des solutions, il faut penser à des solutions qui sont des... Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a quelques cas d'exemple de parafiscalité autour du sport et du football en particulier, notamment en Côte d'Ivoire, où cela arrive. Il y a également la taxe sur l'audiovisuel qui est payée par la plupart des ménages dans les pays africains. Il y a des pistes de réflexion et des niches financières à pouvoir motiver pour pouvoir effectivement contribuer à financer le développement du football dans nos pays respectifs. Et qui parle de financement du développement parle également du renforcement de son attractivité. Alors, s'il y a encore des gens qui nous suivent et qui voudraient poser des questions, c'est le moment. Sinon, nous serons obligés d'aller vers un dernier round de discussion avant de clore la session. Y a-t-il des gens qui voudraient poser des questions, ceux qui nous suivent? Des gens qui voudraient poser des questions? Il est parti, notre ami Lamine. Mustapha, est-ce qu'au niveau de l'interface, vous avez… Oui, j'avais eu des questions que j'ai partagées avec Makan, mais d'après lui aussi, M. Aboubakriba a répondu à ces questions. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Tout à fait. Donc, on a été bon, on va aller directement vers la dernière partie peut-être de ces échanges. Oui, je vais vers Monsieur Magasoula. Vous avez entendu tout à l'heure des propositions, des pistes de réflexion par Aboubakriba, mais également par Hervé Kouamouo. Dans le temps où vous étiez, où la Garde travaillait encore avec la CAF, où vous avez en charge de vendre les packages autour du football africain, est-ce que le football africain est-il vendable? Est-ce qu'il y a une forte demande auprès des médias des autres continents sur le football africain? Si oui, quels en sont les produits les plus attractifs au niveau du marché africain? Est-ce la CAN? Est-ce les compétitions de clubs? Et comment également vous arriviez à atteindre vos objectifs chiffrés vis-à-vis de la CAF avec une partie des droits qui avaient été remis à l'UAR? Non, effectivement, le football africain est vendeur, plus particulièrement pour la CAN. C'est la CAN aujourd'hui qui intéresse tout le monde. C'est pour ça que je disais qu'on avait fait les packages où, quand on veut la CAN, on obligeait les uns et les autres à acheter. Mais après, beaucoup de difficultés en Afrique. La Confédération fait face à beaucoup de difficultés. On peut dire, on a parlé des infrastructures, la difficulté des infrastructures. On peut parler de la lumière. Aboubakri ne me démentira pas. La difficulté de produire un match en nocturne dans un pays où la lumière du stade n'est pas top, c'est difficile. Et c'est un peu aussi la difficulté pour vendre. Parce que quand tu as l'abonnement de beIN Sport et que tu regardes un match de Ligue des champions africaine et que tu zappes entre ce match-là et un match de championnat européen, tu vois une grosse différence. Et la différence n'est pas au niveau technique, puisqu'on a mis en charge un cahier qui s'appelle CAFPROD, qui a une grosse, qui a un gros cahier des charges, mais souvent la difficulté, c'est la pelouse, c'est la lumière, c'est l'état même du stade. Donc parfois, c'est très, très difficile. Et c'est pour ça, je rejoins Aboubakri qui a fait des propositions pertinentes, mais je pense que les gens on doit en discuter, mais malheureusement, comme on le fait souvent dans le football, on va toujours du haut vers le bas. Fatou a parlé de nos équipes nationales. C'est le top, on ne parle pas du bas. Et là, pour les droits médias, c'est la même chose. On parle de la CAF, mais ce qu'Aboubakri dit, c'est qu'on peut, en interne, les gens dans nos pays, discuter, faire des propositions. Aujourd'hui, on a plutôt intérêt à ce que les compétitions soient vulgarisées, que cela passe à la télé. Et Aboubakri a raison. On le vit, et comme le disait Hervé, on a même mis dans les contrats à l'époque des diffuseurs l'obligation de diffuser à minima un certain nombre de matchs pour les obliger à diffuser alors qu'ils achètent chèrement les droits, mais parfois tu es obligé de leur mettre la pression pour qu'ils diffusent les matchs. Et on a des équipes qui passaient leur week-end à regarder toutes les chaînes
voir si les chaînes ont diffusé les matchs. Et à la fin de chaque journée, on faisait le décompte. Et à la fin de la saison, on faisait le décompte et on envoyait un courrier de mise en demeure à certains pour dire attention, vous avez acheté les droits, vous deviez diffuser 30 matchs, vous en avez diffusé que 10. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse, au niveau local, une fois de plus, nous mettre autour de la table, commencer à réfléchir vraiment à ça. Et comme l'a dit Hervé, c'est un investissement où peut-être il faut mettre un peu d'argent sur 2-3 ans avant de pouvoir bien structurer la chose. Mais c'est quelque chose qu'il faudra faire si on veut avoir un produit média à valeur ajoutée et qu'on veut avoir aussi une vulgarisation de notre football sur nos écrans télé. Merci, M. Makamanga Souba. Est-ce que Mme Fatou est là avec nous? Oui, je suis là. Très bien, Mme. Alors, toujours dans cet enjeu de la médiatisation du football africain, on sort on n'est pas encore totalement sorti d'ailleurs d'une longue crise du Covid-19, de la pandémie du Covid-19, a mis le sport à l'arrêt, particulièrement le football. Et donc, pendant cette période de confinement et cette période compliquée, trouble, et qui ont favorisé l'arrêt de toutes les activités sportives dans le pays, comment avez-vous fait? Quelle stratégie vous avez mis en place pour pouvoir continuer à parler de football africain, de football local sur vos antennes? Eh bien, je ne sais pas, c'est le dernier tour de table. Hein, Oui, c'est le dernier tour de table. Oui. C'est votre dernière intervention, je vous rassure. Okay. Je vais en profiter donc pour rebondir un peu sur les différentes interventions. Si moi, je fais un peu le condensé de tout ce qui s'est dit, je pense qu'il est important que déjà au niveau local, qu'on puisse avoir une médiatisation, en tout cas, au moins correcte de nos championnats. Et cela passe par les infrastructures. Donc, en fait, quand on regarde, il y a différentes étapes. Et au niveau de l'Afrique, on est pratiquement en retard sur beaucoup de points, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'environnement autour du professionnalisme du football, mais également l'aspect qualité de diffusion. Je pense que là aussi, même si on est en train de faire beaucoup de progrès, parfois aussi dans les standards de diffusion, je pense que là aussi, on a beaucoup de choses à faire, notamment dans la diffusion de nos matchs. Donc, il y a tout à faire et je pense que le point important, vraiment le point saillant, c'est que les dirigeants du football, les chaînes de télé puissent se mettre autour d'une table. Parce que quand on parle, par exemple, des problèmes de droit, c'est un problème qui se pose de manière récurrente au Sénégal. Quand il s'agit d'acheter la CAN ou d'acheter la Coupe du Monde, ça crée des tensions énormes entre les chaînes de télé. Donc, dans ce cas-là, moi, je suis un peu sceptique à l'idée de voir, par exemple, une chaîne nationale venir proposer de travailler avec des chaînes privées. Aujourd'hui, au Sénégal, ce n'est pas quelque chose qui se fait parce qu'il y a tout simplement cet aspect de concurrence qui n'arrête pas un peu d'envenimer les relations entre chaînes de télé, alors que tout le monde sait que, par exemple, en France, vous allez avoir M6, TF1, chacun va avoir ses lots pour la Coupe du Monde, mais on va travailler sur peut-être la présentation des matchs, tout ce qui est autour de ces matchs pour rendre le public, pour attirer le public. Et donc, je pense qu'au Sénégal, nous, on en est encore à ces questions-là, et je crois qu'en Guinée aussi. Et le travail vraiment de discussion doit se mettre en place. Sinon, par rapport au Covid, très rapidement, je pense que nous aussi, on a été à l'arrêt, pour dire vrai. À un moment donné, on a été à l'arrêt, on a arrêté comme tout le monde, on a pris du recul. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on reparte quand même parce que le sport, il y a beaucoup de choses à dire au niveau du sport. Je pense qu'au niveau de l'environnement du sport, il y a beaucoup de thèmes intéressants. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des émissions un peu décalées sur des questions d'actualité parfois, mais aussi sur des thèmes de réflexion. Et jusqu'ici, ça va, ça se passe plutôt bien. Très bien. Merci, Mme Fatou Ndoye. Et là, je vais vers Hervé Kouamouo. Hervé, on a tous entendu aujourd'hui les différents problèmes, les différents écueils qui empêchent le football africain peut-être d'être davantage médiatisé ou plutôt de sortir de l'anonymat dans lequel il est encore au niveau local sur le continent même. Et cette crise du Covid ne facilite pas les choses parce qu'elle réduit drastiquement les moyens des médias africains, des organismes africains. Quelle pourrait être pour vous l'astuce ou plutôt les voies à explorer pour pouvoir permettre aux médias africains de se doter de moyens pour pouvoir aller vers une médiatisation, une couverture globale
des compétitions africaines de football. Monsieur Kwamo, vous êtes là? Hervé? Allô? Hervé, vous m'entendez? Hervé, Moustapha, je crois là. Bon, Hervé, Moustapha, regardez si le micro de Hervé est ouvert. Oui, attendez une minute. Il n'est pas ouvert, je crois. Je pense pas. Ouais, il n'était pas ouvert. Le micro n'est pas ouvert. Vous coupez le micro de Hervé, ça ne va pas? J'ai été censuré par Moustapha. Bon, mais vous avez entendu la question, Hervé? Oui, oui, parfaitement. J'ai été méchamment censuré, on va dire. Non, mais je pense que ça a été. Je pense que les enjeux dont on a parlé, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a un football africain qui est quand même à deux vitesses parce que nous avons des stars internationales qui évoluent à l'étranger, qui sont très populaires, souvent qui sont même plus fortes, entre guillemets, symboliquement que les fédérations. Et il faut que tous les acteurs du sport africain et du football en particulier se parlent. Et comme on dit souvent en faisant du benchmark, Mamfatou a parlé de la lutte sénégalaise qui est montée et sur laquelle j'ai travaillé une fois ici à Bercy pour montrer à quel point ce produit a su trouver un public. Et donc, on s'est allé regarder aussi dans d'autres pays comment ça s'est passé pour trouver un modèle qui va nous convenir. Et maintenant, effectivement, sur la diffusion, penser effectivement à sous-licencier les droits, à trouver des moyens, que ce soit en allant du bas vers le haut, comme a dit Aboubakry, en collectant, en tontinant, comme disent les Camerounais, des offres pour faire une offre globale, ou alors que la télévision accepte de se dessaisir d'une partie qu'elle ne diffuse pas de toute façon, plutôt que d'acheter quelque chose hyper cher. Mais évidemment, comme il n'y a pas de retour, c'est un petit peu ça. Donc, grosso modo, je pense que nous avons un sport qui est jeune aussi, donc qui est forcément plein de ressources. Et c'est à nous de trouver des opportunités. Je pense que le Sénégal, dans 2 ans, accueille les Jeux africains, les Jeux olympiques de la jeunesse. Les JOJ. Oui, qui sont aussi une autre occasion d'avoir un savoir-faire qui s'installe. Et dans la formation de nos cadres, je vois qu'il y a beaucoup de masters en management du sport, pour parler un petit peu de nous, qui faisons que on va avoir une élévation de notre élite en espérant qu'elle puisse travailler. Et puis, puisque c'est notre dernière intervention, quand même, je suis quand même content que ce soit un jeune qui ait pu nous permettre de nous retrouver tout cela, parce que c'est aussi la preuve que finalement, si on regarde avec beaucoup de plaisir et qu'on est optimiste, on peut trouver des solutions pour le futur. Merci Hervé Komo. Je sens plus tarder, donc je vais aller vers M. Aboubakry Ba pour la fin de cette session. Aboubakry, alors aujourd'hui, est-ce que la crise de la COVID-19 a-t-elle changé quelque chose dans votre approche, dans votre manière de couvrir le football guinéen, le football africain? Il n'envoie plus des journalistes, il fait des zooms. Oui, et également pour vous aujourd'hui, le principal enjeu, c'est quoi dans la médiatisation du football africain? Oui, mais merci. Bon, effectivement, le coronavirus a affecté tout le monde, a affecté nos activités. La Guinée a arrêté son championnat très tôt, qui était une de nos matières premières, notre matière de base, j'allais dire, mais le championnat s'est arrêté très tôt. On a beaucoup fait d'émissions, on a réaménagé notre grille en privilégiant un peu les émissions de débat, avec quand même beaucoup d'interventions. On a eu la chance et même l'honneur de faire une belle émission avec Hervé Kwamou, avec d'autres experts en Afrique. On a fait des émissions avec le secrétaire général de la CAF, avec des footballeurs. Le dernier en date qui fait beaucoup parler de lui, c'est Kader Keita qui attaque Zawi. Bon, c'est le moment où on dit des choses. Quasiment sur le coup de la confession, on s'est retrouvé avec beaucoup d'émissions confessions. Les gens avaient le temps de parler de reparler de leur vie, etc. Bon, voilà, ça s'est resserré autour des émissions de débat et de confession.
après maintenant, les rediffusions comme quasiment toutes les chaînes de sport, parce que nous, on ne peut malheureusement pas arrêter parce que c'est 80% de notre programmation. Sinon, on va fermer boutique. Mais globalement, globalement, on a tenu un peu quand même le coup en espérant que comment on appelle, la sortie, elle a commencé parce qu'on diffuse la Bundesliga. On a diffusé la dernière journée de Bundesliga la semaine dernière. Bon, rendez-vous certainement au mois de septembre pour les demi-finales de la Coupe Confédération parce que l'équipe de notre groupe est également concernée, le Oroya, qui va jouer au niveau du Maroc. Donc voilà, les activités vont reprendre progressivement, j'espère. L'enjeu, comme vous dites, dans la médiatisation, c'est qu'aujourd'hui, dit par quasiment tout le monde, je prends ce que Hervé dit dans une forme comment on appelle ça, de repenser. Il faut qu'on y aille, qu'on arrive à repenser aujourd'hui nos rapports avec les médias, entre fédération et médias. Malheureusement, aujourd'hui, tout est calqué sur ce que les autres font. Pour ne pas le nommer. Si aujourd'hui, on ne fait pas comme Canal, on ne fait pas comme Being, on ne fait pas de la télé. Il y a une voie intermédiaire, je pense. Il y a une voie intermédiaire à explorer par l'ensemble de ces télévisions africaines. La pertinence aujourd'hui de ce que Makan dit, il a une vision vraiment globale de ce qui se fait en Afrique. On n'a pas les mêmes rapports avec les droits partout en Afrique. C'est pas possible. On ne veut pas vendre le même produit au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau qu'en Afrique du Sud. Il y a un moment donné, il faut qu'on s'adapte. Le global, c'est bien, il faut penser global, mais le global doit d'abord s'enrichir et surtout s'appuyer sur une bonne politique au niveau local. Que chaque pays a ses réalités, que chaque écosystème médiatique a ses réalités, il faut qu'on tienne compte de ça. Mais venir dire, bon, écoutez, Canal l'a fait, on doit pouvoir le faire. Canal s'adresse d'un seul coup, Canal peut s'adresser à 22 pays africains. D'un seul coup, ils ont la possibilité d'avoir et d'identifier un modèle, un type de téléspectateur Canal. C'est ce que nos télévisions africaines ne peuvent pas faire. Donc, si on va s'inscrire dans la même dynamique que Canal l'a fait, on va le faire, StarTime l'a fait, on va le faire, on va avoir des problèmes. Acceptons de penser local pour pouvoir espérer une ouverture globale plus tard. Merci beaucoup, Aboubakry Ba. Merci à vous. Voici au terme de ce webinaire très, très, très intéressant du reste autour de la problématique de la médiatisation du enjeu perspective. On a pu toucher du doigt les différents problèmes auxquels sont confrontés la médiatisation et ça passe par par un manque d'infrastructures appropriées, ça passe par le manque de dialogue entre les chaînes publiques qui sont détentrices des droits et les chaînes privées qui n'en ont pas les moyens. Et donc également des pistes de réflexion ont été ça et là pour trouver la meilleure panacée autour de la médiatisation du football africain. Et je pense que ceux qui nous ont suivis, les leaders, ceux qui gèrent aujourd'hui nos chaînes de télé, nos stations radio, mais également ceux qui sont les propriétaires la vente de ces droits-là, doivent pouvoir s'asseoir autour d'une table et réfléchir sur la meilleure formule possible. Aborder aussi la question des médias sociaux, qui peut être une solution aussi de la promotion de notre foot. Et moi, peut-être avant de repasser la parole à Moustapha, à dire merci à Makan Magasuba depuis Paris pour sa discipline tous les jours. Ça ne le quitte jamais. Merci à Aboubakry Ba qui est devenu maintenant un vieux de la vieille et qui connaît désormais tous les rouages en termes de je mets des lunettes pour lire maintenant, tu vois, je suis vieux. Et de programmation. Merci à Hervé Kouamouo, l'intellectuel du football africain, je dirais, parce qu'il est tout le temps en train des idées. Il est tout le temps en train de réfléchir autour de
des problématiques du football africain et c'est toujours il faut dire doctorat et on quitte ici. Et enfin, c'est plus simple, non? Doctorat également en plus. Enfin, et le meilleur pour la fin. Merci à Mame Fatou Ndoye. C'est toujours un réel plaisir de vous écouter, de vous entendre parler. Vous apportez beaucoup de fraîcheur dans ce monde d'hommes la plupart du temps et vous avez prouvé, si besoin n'était, qu'aujourd'hui les femmes sont peut-être même beaucoup plus compétentes que les hommes pour parler de football et de parler des enjeux du football. Merci à toi, Mame. Elle m'a jamais invité dans son émission. Ça, c'est un autre débat. Elle m'a jamais invité. Je suis un peu loin. Et merci au plus grand des VI. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Merci à vous tous. Merci à Moustapha d'avoir permis cette discussion, cette rencontre. Et c'était un réel plaisir, un privilège, un véritable honneur de modérer cette session. Soyez bénis, que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous. Et n'oubliez surtout pas, la Covid existe encore et respectez les mesures barrières. Moustapha, je te rends la parole pour mais il faut quand même applaudir, notre modérateur, le VI international, Aliou Goloko. Il est où d'ailleurs? Il est où? Il est très éloquent. Aujourd'hui, il a été particulièrement éloquent aujourd'hui. Ah bon. Je pense qu'il a pu bien se reposer. Tu vois, pas de voyage, pas de déplacement, donc voilà quoi. C'est rentré dans l'ordre. Allez, Moustapha, à toi la parole. À toi le jeune. Merci beaucoup, Aliou. Et je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur participation à ce webinaire, spécialement à Mame Fatou Ndoye, à Hervé Kouamouo, et à M. Makan Magasuba et M. Aboubakriba. Et aussi à notre très cher modérateur, M. Aliou Goloko, qui a assuré. Et encore une fois de plus, c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on a un panel qui a une fois de plus dépassé nos attentes et grâce à votre collaboration. Et je pense qu'aujourd'hui, comme M. Hervé l'a dit, nous, la nouvelle génération, on a besoin d'épaules, on a besoin de collaboration venant de vous, nos aînés qui sont beaucoup plus expérimentés que nous. Donc, et je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu collaborer avec nous. Et au nom de toute l'équipe de CRM, je vous remercie. Que Dieu vous protège, vous et vos familles contre le Covid-19. Et à bientôt et dans notre prochaine session. Donc, merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, les gars. Au revoir. Merci. Allez.